Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Rebond, se reconstruire en 2021. Alors, depuis le lancement de notre émission, nous avons reçu de nombreux invités avec des profils divers et variés. Mais celui qu'on reçoit aujourd'hui a un profil un peu plus surprenant. Vous allez voir, vous allez comprendre parce qu'il est médecin. Donc, aujourd'hui, on accueille le docteur Philippe Hamida Pizal, qui est chirurgien spécialisé dans l'esthétique et le bien-être. Et du coup, lui aussi, même en tant que médecin, il a dû s'adapter à la pandémie de la Covid-19. Donc, il va nous raconter tout ça pendant l'émission. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour Léla, bonjour docteur et merci d'être avec nous. Effectivement, vous êtes médecin spécialisé en esthétique, mais vous êtes également, je l'ai lu, consultant pour des laboratoires, consultant pour divers organismes, ce qui vous donne un spectre d'activité beaucoup plus large. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on s'aperçoit au travers de l'histoire de vous, qu'on va raconter pendant une demi-heure, que vous allez nous raconter, eh bien, on s'aperçoit que être médecin, c'est vraiment être médecin. Alors, il y a des spécialisations qui ont fait de vous un médecin de l'esthétique, mais n'empêche que c'est votre background de médecin qui vous a permis de rebondir au moment de cette pandémie. Un petit peu énigmatique, mais on va expliquer tout ça, Léla. Oui, bon déjà, bonjour docteur, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc vous avez ouvert votre cabinet d'esthétique il y a 2 ans à Londres. Mais alors du coup, vous avez dû tout arrêter pendant le premier confinement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement vous a dit, bon, même si vous êtes un cabinet médical, il faut fermer. Alors, merci de m'avoir invité justement pour parler de cette situation. Alors, pour juste récapituler, le cabinet, ça fait en fin de compte, plus de 15 ans, presque 20 ans que j'ai un cabinet en Angleterre. Et ce cabinet à Harley-Street, ça fait plus de 2 ans. Bon, après, ça, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai qu'au premier confinement, ça a été un peu un choc pour nous tous. Là où j'ai mon cabinet, ma clinique sur Harley Street, au centre de Londres, nous sommes dans un premier étage où il y a plusieurs autres cliniques. Il y a un dentiste, un cabinet, un kiné, une clinique qui fait les implants capillaires, un cabinet d'audiologie, et finalement, en l'espace de 48 heures, juste après l'annoncement du gouvernement, on nous a demandé de fermer. Donc, on a eu juste 48 heures pour informer tous nos patients qu'on ne pourrait plus les voir au niveau de la clinique. Donc, ça a été une course pour tout annuler. Voilà. Et immédiatement, docteur, on part à penser à la suite, à ce qui va se passer après. Immédiatement, on s'efforce de déterminer quelle va être la manière de rebondir, non? Eh bien, au début, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça nous arrive. C'est-à-dire que donc, au début, on ne sait pas comment le prendre parce que étant cabinet médical, on est censé quelque part être ouvert, être là, présent pour les patients, mais on ne nous a pas donné le choix. Donc, on a fermé. Et pendant qu'on était fermé, bien sûr, on était en contact régulier avec les autres cliniques aux alentours et puis dans le même bâtiment pour savoir un peu comment on allait fonctionner au niveau. C'est-à-dire qu'on voyait déjà comment on va réouvrir les cliniques. Donc, on s'est préparé mutuellement à mettre en place tout un système pour rouvrir de manière uniforme et en suivant les règles d'hygiène à ce niveau-là. Vous parlez de réouverture, mais vous ne saviez pas encore à ce moment-là quand est-ce que vous alliez rouvrir. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes médecin, vous avez votre activité, vous dites quoi? Comment, voilà, vous avez 48 heures pour gérer la situation. Qu'est-ce que vous dites? Comment je peux continuer à générer aussi un revenu parce que vous avez un loyer à payer, vous avez aussi vos factures, j'imagine, comme tout le monde à payer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du docteur Philippe Hamida Pizal pour se dire qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour rebondir? Alors, comme solution pour rebondir, c'est simple. Premièrement, ça a été ça a été de m'inscrire au niveau des hôpitaux
pour donner un coup de main, bien sûr, si besoin est. Et le problème, c'est que comme quand on fait du privé, on a tendance à oublier un peu les qualifications de l'hygiène, parce qu'ils sont obligatoires, certaines qu'on doit passer tous les ans, tous les 2 ans. Donc, ce qui fait que, donc, en m'inscrivant justement à certains hôpitaux, la condition sine qua non, c'était d'avoir toutes les certifications mises à jour. Ce qui fait que donc j'en ai profité pour le premier mois. Bon, ça fait du bien aussi de lever le pied, de se remettre en question et puis de repasser tous ces certificats nécessaires pour travailler en hôpital. Donc, tout a été mis en place, donc tout a été refait. Donc j'étais prêt à retravailler à l'hôpital si nécessaire, s'ils avaient besoin de mes services, parce que c'est pas pour autant que si vous me donnez votre disponibilité que vous êtes appelé de suite. Voilà le problème. Donc en fin de compte, je veux dire, pour moi ça a été un choc de fermer. Ensuite, ça m'a permis de revoir ma méthode de pratique et de me remettre à jour tous mes certificats certains étaient périmés, ce qui est quand même pas si mal parce qu'on est toujours dans cette roue, on avance et on fait plus attention si on est à jour pour nos certificats au niveau infection, au niveau de ci, au niveau de ça, de se remettre un peu au goût du jour, vraiment de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai à jour, qu'est-ce que j'ai pas à jour, et en fin de compte, ça permet de revoir un peu comment on peut fonctionner, avoir un système en place qui dit, bon, ben, dans 2 mois, ton certificat sur l'infection va périmer, donc tu t'inscris de manière automatique pour refaire les certificats. Donc, ça a permis aussi, quelque part, de se dire, bon, comment on peut refonctionner de manière beaucoup plus safe, voilà, plus sécure. Mais ça, c'est très intéressant, docteur, parce que ça veut dire que vous avez été replongé, vous avez été obligé d'aller replonger dans ce que vous aviez appris durant vos études, quelque chose que vous aviez oublié, pour lequel vous avez été obligé de repasser ce que vous appelez des certificats. Mais ça veut dire que quand on est médecin, on est médecin et que finalement, même si on s'est spécialisé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, même si on s'est spécialisé par la suite, on garde un tronc commun de connaissances qui peut permettre de rebondir comme vous l'avez fait, parce que vous êtes parti vers les tests PCR à ce moment-là, je crois. Oui, alors justement pour revenir, la formation continue est obligatoire, d'accord? Donc c'est pour cela. Et quand il y a eu obligation des tests PCR qui s'est mise en place, donc en tant que cabinet médical, automatiquement, donc j'ai proposé de faire les tests PCR et les tests PCR de manière très spécifique en suivant la législation anglaise. Car je me suis aperçu qu'en faisant les tests PCR, vous savez, tout le monde saute sur ce qui marche. Mais il y a beaucoup de cliniques, ce qu'on appelle les pop-up cliniques qui ont ouvert, mais qui n'étaient pas accrédités. Et donc, les patients allaient faire leurs tests, mais n'ont jamais eu leurs résultats. Bon, bien sûr, ils ont payé. Alors, vous avez différents types de tarifs, mais n'ont jamais eu les résultats. Par contre, nous, on a voulu faire les tests PCR en suivant la législation anglaise, c'est-à-dire vraiment l'accréditation UCAS, qui est l'accréditation reconnue pour être dans la liste des gouvernements. Et donc, c'est pour ça qu'on avait les locaux, on avait les infrastructures, on avait la capacité, on était reconnu comme clinique médicale, donc où on respecte l'hygiène. Donc, justement, proposer ce service PCR était un service supplémentaire qui, auparavant, l'aurait jamais été, parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Je veux dire, des tests PCR avant Covid, c'était jamais demandé. Donc là, ça nous a permis de proposer un service supplémentaire. Est-ce que c'était difficile d'obtenir cette accréditation de l'UCAS? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que malgré le fait que vous soyez une clinique médicale, que vous soyez dans l'hygiène, etc., est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que ça a été difficile d'obtenir cette accréditation? Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est une clinique médicale, on a une qualification qui est
qu'on appelle Care Quality Commission, d'accord, qui est équivalente pour tous les hôpitaux, pour toutes les surgeries, les cabinets médicaux du NHS. Donc, on a cette certification de cabinet médical officiel, mais pas NHS privé. Mais la certification est exactement la même. Mais UCAS, c'est pas facile parce qu'ils redemandent les mêmes documents avec une certification ISO cette fois-ci, qui est pas facile, mais tous les documents sont déjà présents. C'est-à-dire qu'ils demandent des papiers comme le risque, si on a renouvelé, je parle de l'infection, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est infection a mis à jour, a pris en compte tout ce qui concerne le Covid, le coronavirus. Donc, il a fallu présenter énormément de documents. J'ai fait appel à un cabinet externe justement pour pouvoir, parce que j'ai beau avoir habité Londres, ça fait 20 ans, mais c'est vrai que quand au niveau administratif, on critique la France, mais l'Angleterre, c'est un peu pareil, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à un cabinet d'audit qui s'est occupé de cette accréditation. Voilà. Alors, on va reprendre la chronologie, si vous le voulez bien, docteur. On va reprendre la chronologie de ce que vous avez fait au moment où a éclaté cette pandémie. Donc, vous avez repassé vos certifications et vous vous retrouvez donc à faire des tests PCR. D'abord, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du médecin? Est-ce qu'il a l'impression d'échoir? Est-ce qu'il a l'impression, à l'inverse, de se rendre particulièrement utile, peut-être plus qu'il l'était auparavant, dans son activité de médecin esthétique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et racontez-moi la chronologie des mois qu'on suivit, si vous le voulez bien. Alors, la chronologie, c'est vrai que c'est... bon, au début, ça fait peur, parce que j'avoue, ça fait complètement peur, parce que, comme disait Leïla si bien, on a quand même faut pas oublier qu'on a des loyers à payer qui sont faramineux, très exorbitants, et il faut avoir des revenus, bien sûr. Donc, le premier choc, c'était, on a peur. On a peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir payer les loyers, tout ça. Ensuite, donc, cette certification CPCR, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'utile parce qu'on sait qu'on le fait dans la règle de l'art, mais également ça permet d'avoir une nouvelle clientèle. Il ne faut pas oublier que en tant que clinique privée, on a une clientèle qui est présente, mais ces tests PCR, ça permet également d'avoir une nouvelle clientèle qui ne savait pas qu'on était présent, qui savent qu'on est présent. On est une clinique française, donc beaucoup de Français se sont rapprochés de nous, sachant que comme ça, on a récupéré une nouvelle clientèle, mais c'est un service médical aussi bien que les autres services médicaux qu'on présentait. La seule chose, c'est qu'on offre aujourd'hui un test PCR qui n'était pas dans le menu auparavant. Et puis, en plus des tests PCR, il me semble que vous faisiez aussi les tests sanguins pour savoir les tests, savoir si on avait ces fameux anticorps. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez encore aujourd'hui? Est-ce que c'était un complément à une activité pour peut-être aussi avoir une nouvelle clientèle en plus de celle qui viendrait chercher des tests PCR? Alors justement, les tests PCR, recherche de Covid ou les recherches anticorps, donc déjà les prises de sang, donc on les faisait avant pour autre chose, pour un bilan complet, tout ça. Mais quand on nous a demandé également est-ce que vous pouvez faire les tests sanguins pour savoir si on a les anticorps au Covid, on a proposé ça de manière naturelle aux patients, et parce qu'on a quand même un contrat avec un laboratoire qui est adjacent, qui nous permet d'avoir, nous, on leur transmet tous les tests sanguins et tous les PCR, et on a les résultats dans les 24, maintenant c'est 24 heures. Donc donc voilà, donc les tests sanguins, on le proposait déjà avant, mais pas spécifique aux anticorps Covid, mais là, on a rajouté, bien sûr, ces tests sanguins pour la présence. Et d'ailleurs, moi-même, j'en ai fait les frais parce que j'ai eu mon test il y a 2 jours avec un gros bleu au niveau du bras.
Mais je voulais juste vous demander une petite précision parce que vous dites on m'a demandé, ça veut dire est-ce qu'aussi cette volonté de se mettre à faire des tests PCR et ces tests sanguins, est-ce que c'était aussi une demande de la part de gens en fait? De mes patients. Mes patients me demandaient, ah, est-ce que vous pouvez faire, vous faites les tests PCR, est-ce que vous pouvez faire les tests anticorps? C'est des patients. Et ça, c'était avant que vous disiez vous-même, je vais me lancer là-dedans? Ou c'était en concomitant? En même temps, c'est-à-dire que quand il y a eu l'obligation de test PCR, mes patients m'ont demandé, est-ce que vous, parce que vous savez, il y a cette relation patient-docteur qui est de confiance. Et c'est vrai que beaucoup de patients préfèrent aller voir le même docteur ou le même praticien. Et là, c'est vrai que c'est cette demande qui a fait que, ben, écoutez, vous avez plus confiance à la personne que vous voyez de manière régulière pour un soin de médecine esthétique. Donc, vous demandez est-ce que c'est un service que vous proposez? Et si vous savez, les services qu'on propose, ça vient toujours en fin de compte d'une demande des fois des patients qui ont lu quelque chose et qui se disent est-ce que vous proposez ce service? Donc, ça permet d'ajouter, on reste pas, vous savez, on est un cabinet médical, on reste pas fermé on va pas s'améliorer, on va pas ajouter d'autres traitements. Si des patients demandent et si on sent que c'est safe pour les patients, on propose, bien sûr, il n'y a aucun problème. Docteur, beaucoup plus terre à terre, vous l'avez évoqué, vous avez dit, c'est surprenant d'ailleurs dans la bouche d'un médecin, mais je vous remercie de votre franchise. Vous avez évoqué très vite le fait qu'il fallait trouver une nouvelle clientèle parce que, je cite, c'est ce que vous avez dit, vous avez des loyers à payer, bref, vous avez besoin de gagner de l'argent. À partir du moment où a éclaté tout ça, au bout de combien de temps avez-vous su que vous alliez vous en sortir? Avez-vous commencé à regagner, pardonnez-moi de bafouiller un peu, avez-vous recommencé à gagner votre vie normalement? 2 mois après. C'est magnifique. 2 mois après. 2 mois après, c'est-à-dire que 2 mois sans revenu parce que la clinique était fermée. Et au mois de juin, donc on a eu autorisation de réouverture. Après toutes les mises en place des normes de sécurité pour les patients et tout ça. Et on a rouvert au mois de juin. Tout le monde a rouvert au mois de juin. Westminster nous a autorisé à ouvrir. Et le propriétaire des bâtiments également. Et donc, au mois de juin. Et donc là, on a vu donc, un afflux de patients. Et par la suite, tout ça s'est encore embelli. Ça a marché de mieux en mieux, si tant est qu'on puisse employer le mot marcher dans ce contexte plutôt morose, mais ça s'est mis à bien marcher. Et là, le docteur Amida s'est dit, finalement, je vais y arriver comme ça. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait, oui. Et d'abord, il faut toujours positiver, d'accord, il faut pas, vous savez, ça sert à rien de regarder la situation. Il faut se retrousser les manches et puis se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut bosser, il faut proposer, il faut aller de l'avant. Vous savez, donc, bien sûr, les tests PCR, c'est une chose. Il faut pas s'arrêter aux tests PCR, il faut aller plus loin, parce que le test PCR, ça marche aujourd'hui parce qu'il y a une demande, une obligation des tests PCR, mais il ne faut pas s'arrêter en se disant, quand il y aura peut-être plus de tests PCR, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, j'ai anticipé. Finalement, ce Covid, moi, ça m'a permis, honnêtement, de remettre en question cette situation on fait la même chose tout le temps et puis on ne bouge pas. Donc, ça m'a permis de revoir également, de faire des études cliniques. C'est-à-dire que j'ai repassé un diplôme sur ce qu'on appelle Good Clinical Practice pour offrir mes services pour des études cliniques. Alors, bien sûr, on a eu une boîte d'un pays étranger qui nous a demandé de participer à leur étude clinique en tant que clinique et on a rajouté justement au niveau de notre site internet qu'on proposait justement les études cliniques pour les laboratoires qui permettaient par exemple des études cliniques sur le psoriasis, un nouveau traitement sur le psoriasis.
Non, non, allez-y, pardon, Oui. allez-y. Alors, un nouveau traitement sur le psoriasis ou un nouveau traitement sur l'eczéma ou ce qu'on veut, sur l'acné. Et ça permet de faire en phase 3, proposer les services de notre clinique avec une collègue à moi, docteur Corinne, de proposer ça à des patients qui seraient intéressés de faire justement participer on l'appelle pas patient, on l'appelle sujet, subject, justement rentrer dans ces études. Voilà. Non, pardonnez-moi, en fait, c'est que vous étiez en train de répondre à la question que je me posais. La question que je me posais, c'était dans quel secteur de la santé se passait ce que vous étiez en train d'évoquer. Vous avez répondu, donc c'était encore une fois la dermatologie et l'esthétique, Léla. Oui, et donc, en fait, pour bien comprendre, c'est vraiment, vous n'étiez jamais posé la question d'étendre votre activité jusqu'à présent sans la Covid. Est-ce que c'était pas des choses qui étaient un peu en latence et que, ok, ça a été un petit peu le tremplin pour le faire, ou vous seriez vraiment resté sur le même chemin de la chirurgie esthétique et du bien-être? Alors, honnêtement, oui, parce que, bon, déjà, on est quand même une clinique, on est une clinique on propose pas mal de choses. On est une des premières cliniques sur Londres à proposer le bien-être et l'esthétique, c'est-à-dire que soins Reiki, c'est-à-dire vraiment une approche holistique par rapport au niveau esthétique. Et c'est vrai que, bon, alors, à part rajouter un ou deux traitements en plus, on ne s'est jamais remis en question par rapport à ajouter quelque chose de complètement nouveau. Et c'est vrai que cette situation Covid nous a remis les choses en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis donc, bien sûr, comme Eric vous avez dit, les tests PCR, oui, mais ça nous a permis aussi de se dire, bon, quoi d'autre comme autre service on peut proposer qui permettrait d'avoir pas un complément de revenus, mais donner nos facultés, nos connaissances médicales à des laboratoires qui seraient intéressés et qui ne connaissaient, qui savaient pas qu'on est présent au centre de Londres. Donc, ça permet d'offrir d'autres services qui peuvent être utiles à des patients. Mais du coup, pour les tests PCR, vous auriez pu arrêter en fait. C'est-à-dire, votre activité reprend au mois de juin. Ok, vous continuez un petit peu les tests PCR parce qu'il y avait toutes ces histoires de voyage, notamment au mois d'août où il fallait présenter des tests PCR. À un moment, vous auriez pu vous dire, bon, j'arrête l'activité, je me concentre sur mon ancienne activité, éventuellement sur cette nouvelle activité d'études cliniques qui est plus en rapport avec votre spécialité, c'est-à-dire la dermatologie. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez continuer ad vitam aeternam les tests PCR, si je peux dire ad vitam aeternam, en tout cas jusqu'à qu'on en ait besoin? Eh ben, c'est un service comme un autre. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous savez, on a fait toute cette qualification, cette certification UCAS pour être justement être reconnu par le gouvernement anglais comme clinique officielle. Donc, on n'a pas fait cette certification juste pour 2 mois et puis on se dit, bon, on arrête. Donc, on sait très bien que les tests PCR vont perdurer sur le temps, d'accord? Donc, cette certification permet de garantir aux patients qui viennent dans notre clinique que les tests PCR sont reconnus par le gouvernement anglais, mais reconnus pour aller à l'étranger par les pays qui demandent un test PCR ou un test antigénique, hein, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Donc, ces tests PCR ce service de test PCR n'est pas temporaire, il sera là tant que les tests PCR seront demandés. J'ai l'impression, moi, docteur, que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce que vous avez fait durant cette période et ça m'amène à la question suivante. Est-ce que, si jamais vous deviez faire des tests PCR toute votre vie, parce qu'il faudrait continuer à faire ces tests PCR, est-ce que ça avalerait pas un peu, ça cannibaliserait pas un petit peu la chirurgie esthétique? Non, pas du tout, parce que déjà, vous savez, quand vous faites, alors déjà, je ne fais pas de chirurgie, je fais tout ce qui est du non-chirurgical. Oui, Vous savez, quand on fait de la chirurgie, le patient doit venir avec un test PCR négatif avant d'aller au niveau chirurgical. Donc là, c'est la même chose. Les tests PCR, j'en fais pas 100 000 par jour non plus, donc c'est pas une demande
la majorité de mes demandes restent des soins de médecine esthétique ou des soins de dermato, et avec des demandes sporadiques j'allais dire psoriadique de tests PCR. Donc c'est un service ajouté pour notre patientèle. Justement, vous disiez, vous en faites. Est-ce que entre l'année dernière, à peu près cette même période que vous êtes mis à faire les tests PCR et aujourd'hui, j'imagine que la demande, elle s'est décrue. Et l'année dernière, vous en faisiez combien de tests PCR et aujourd'hui, vous en faites combien par jour ou par semaine ou par mois pour qu'on ait un peu un ordre d'idée? Alors, bien sûr, on a largement diminué parce que là, avec l'arrêt des transports, des voyages, on a beaucoup diminué. On est à peu près à une centaine de tests par mois, pour être honnête avec vous, hein. Donc voilà. Mais vous savez, on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Ça ne sert absolument à rien de vouloir en faire 100 000 si les services ont, on veut que le patient, d'ailleurs, on a de très bons retours sur la page Facebook, on veut que le patient ait son test et le résultat à temps pour partir sur son document, tamponné par la clinique, et qu'il n'ait pas de problème de retard. J'ai pas reçu mon résultat à temps. Donc, on cherche plutôt la qualité que la quantité. Là, juste avant que je redonne la parole à Eric, mais là, ça va remonter en flèche puisque à la fin de la semaine, normalement, Boris Johnson est censé parler pour la levée du travel ban. Donc, il risque d'avoir beaucoup de gens qui vont commencer à booker des vacances d'été. Et donc, la demande va repartir. Donc, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette demande? On est toujours prêt. Vous savez, on a été prêt à ajouter les tests PCR. On a été prêt à améliorer un autre service important au niveau de la clinique pour proposer justement des études cliniques. Donc, si on a une augmentation de demande de tests PCR, je ne m'inquiète pas à ce niveau-là, on est prêt. Mais ce que je tiens à préciser, être prêt pour offrir un bon service est primordial. C'est comme de la médecine esthétique, si on propose bien ou on ne le fait pas. Docteur, 28 minutes 27 d'entretien. Je vais vous poser pour ce qui me concerne ma dernière question. On va profiter de votre présence comme étant une sorte d'ambassadeur de la médecine française en Grande-Bretagne. Quelle est, selon vous, la manière dont votre confrérie, votre profession a vécu cette crise? Mais très mal. Je parle du Royaume-Uni. Hein. Le Royaume-Uni, oui. Très très mal, parce que quand on regarde par exemple sur Harley Street, il y a énormément de cliniques qui ont fermé. Et c'était impressionnant parce que par semaine, on le voyait, et ça fait peur parce qu'on se demande qui sera le prochain. Alors, est-ce qu'il y a des cliniques qui n'ont pas su se remettre en cause, parce qu'il faut toujours se remettre en cause au bon moment pour se dire, bon, qu'est-ce que je fais mal. Donc, on a très mal vécu, beaucoup de cliniques ont très mal vécu, mais bon, on s'en est sorti grâce à, je ne suis pas tout seul, grâce à l'aide de collègues, grâce à l'aide de personnes qui travaillent avec moi, mais également grâce à l'aide énormément de gens que j'apprécie énormément, de mes patients, la plupart de mes patients sont également des amis, et quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Sophie, merci beaucoup de ton support, et donc voilà. Vous avez été plus malin que les autres, en fait? Non, c'est pas être malin, vous savez, il y a deux cas de figure, ou s'asseoir et pleurer, ou alors se retrousser les bras et y aller de l'avant, voilà. Et moi, j'aurais une dernière question, c'est-à-dire que donc, vous êtes mis au test PCR. Demain, le gouvernement britannique autorise les médecins à faire des vaccins dans des cliniques. Aujourd'hui, on a des vaccinodromes, etc. Est-ce que vous seriez partant pour le faire, c'est-à-dire développer une nouvelle activité qui serait la vaccination anti-Covid? Vous
Leïla, vous pouvez même pas imaginer le nombre de patients qui me demandent est-ce que tu fais le vaccin? Est-ce que tu fais le vaccin? Et aujourd'hui, j'ai fait la demande, j'ai fait la demande officielle d'être un centre de vaccination. Aujourd'hui, c'est le NHS qui contrôle, mais je pense que d'ici octobre-novembre, je pense que les cliniques privées, on sera autorisé à proposer ce service aux patients. Donc, j'ai bon espoir. Je suis positif à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le maître des aiguilles, quoi. Des seringues. Ok. Donc je ne suis pas passé des aiguilles au coton-tige. J'ai rajouté le coton-tige comme service à ma clinique. Voilà, une petite semelle pour Léla. Ça mange pas de pain avant de se quitter, hein, après 31h30. Je vous dis au revoir, docteur. En tout cas, on a été content de vous avoir avec nous et je vais laisser Léla vous dire au revoir et conclure cette émission. Merci. C'était un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, docteur. Et puis, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont regardés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes réseaux. Bonne semaine. Au revoir tout le monde et stay safe. Faites attention à vous. Promis. Et stay